Alors, normalement, bonjour, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation pour discuter un petit peu aujourd'hui. Avec plaisir, Pedro. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de votre parcours, s'il vous plaît? Alors, parcours musical concernant le saxophone. Alors, moi, j'ai commencé le saxophone assez tard. Je suis originaire de Nantes et j'ai commencé le saxophone à 15 ans. Et donc, dans la petite ville où habitent toujours mes parents, d'ailleurs, qui sont toujours de ce monde, à Sainte-Luce-sur-Loire, c'est à côté de Nantes, donc je suis allé dans l'école de musique de ma petite ville. Et puis, j'ai pris des cours avec un professeur qui était multi-instrumentiste, en fait, qui jouait saxophone, de la trompette, de la basse, de l'accordéon, et qui avait un orchestre de variété. Oui. Et donc, j'ai pris des cours pendant un an avec lui. Et puis, au bout d'un an, il m'a dit, écoute, j'ai pas grand-chose à t'apprendre, tu devrais essayer de rentrer au conservatoire. Donc, à l'âge de 16 ans, je suis rentré au conservatoire de Nantes. Et alors, c'est un ensemble de miracles, parce que la classe saxophone venait de s'ouvrir. C'est Jean-Pierre Magnac, donc, qui était le professeur. Il venait d'arriver. Et, ils ont mis des limites d'âge l'année d'après. Donc, si j'étais pas rentré cette année-là, j'aurais pas pu faire mes études au conservatoire de Nantes. Voilà. Et donc, j'ai passé 4 ans avec Jean-Pierre jusqu'en 1980. Et en 1980, je suis rentré au CNSM. Pareil, limite d'âge. Dernière année, c'est la vie, quoi. On peut appeler ça le destin, quoi. Voilà. Et en plus, cette année-là, il y avait qu'une place. Donc, et on était, je me souviens que j'en ai une soixantaine à peu près à se présenter. Donc, mais j'avais pas la pression du tout parce que comme j'avais d'autres activités, je jouais de la guitare. C'était les années 80, donc on écoutait plein de rock progressif, Magma, Gong, enfin tous les. Donc on montait les groupes, on les imitait en fait. Donc et puis j'avais un copain qui avait monté une boîte de pub, donc on écrivait des jingles aussi pour cette boîte, on essayait de les vendre. Enfin lui était meilleur commercial que moi. Et puis voilà, donc je suis rentré au conservatoire, puis après ça a continué. J'ai fait 2 ans. À l'époque, on pouvait rester 2 ans. Et puis j'ai eu mon CA en 82 et je suis sorti en 1982. Et puis après, donc j'étais professeur, j'étais assistant au conservatoire de Nantes. Après, j'ai eu un poste dans la région parisienne à Évry. J'ai démarré à 3 heures, puis ça s'est développé. Et puis j'ai été titularisé au conservatoire d'Évry en 1987. Et puis voilà. Puis j'avais quelques heures au conservatoire de Valois-Perret et j'avais une activité musicale aussi bien classique. On avait un duo avec mon ex-femme Frédéric Portejoie-Lagarde. On a démarré en 1984. Et puis je faisais du jazz aussi. Mais je suis pas jazzman au départ en fait. Hein. J'étais plutôt, euh, comment dire, j'écoutais pas mal de rock. J'étais un fan du groupe Chicago qui a démarré en 69, donc ça correspond à mon adolescence aussi. Quoi. Donc j'écoutais la musique de mon époque, quoi. Bon, voilà. Oui. Et si vous me Et voilà. permettez, qu'est-ce qui vous a amené à vous diriger à l'école de musique de chez vous à l'âge de 15 ans? Parce que normalement, on a l'habitude de commencer un peu plus tôt Ouais. En et fait, moi, j'ai pris des cours de piano quand j'étais jeune, avec un professeur particulier quand j'habitais à Pornic. Et donc, j'ai continué de pratiquer le piano avec un professeur à Nantes, mais bon, ça a duré un an parce qu'on n'avait pas de piano à la maison. Donc, j'ai acheté une guitare, j'ai gratté un peu la guitare. Et en fait, mon rêve, c'était de devenir un musicien de bal. Et on m'a dit, si tu veux être musicien d'un orchestre de variété, il faut être polyinstrumentiste. Donc, en fait, c'est ça qui m'a amené vers le saxophone. oui. Le saxophone, c'était pas, je rêvais pas de devenir saxophoniste au départ. Oui, et du coup, Voilà. vous avez découvert le saxophone dans ces orchestres de variété? Euh, oui, et puis bon, on avait un petit orchestre de variété, donc on faisait beaucoup de répertoire de Musette, que je jouais soit au saxophone, soit à la guitare. Donc, j'ai appris à jouer des standards Musette
enfin, disons, il y a des grilles assez intéressantes. Puis c'est ça qui m'a fait aller vers le jazz aussi, avec la guitare. J'étais un fan de guitariste qui s'appelle Joe Pass. Et le premier, et je relevais beaucoup de choses, en fait. Je repiquais, j'ai toujours repiqué, même je le fais maintenant encore. Dès que j'entends quelque chose qui me plaît, je le repique. Voilà. Ma dernière expérience, d'ailleurs, je suis fan de chansons de Michel Legrand des années 60. Et j'ai voulu acheter une partition qui s'appelle Marion ne m'aimait pas. Ça date de 1964. J'ai acheté la partition et la partition, c'est un désastre. Il y a rien dedans. Il y a la mélodie avec une basse, enfin rien du tout. Donc c'est pour ça qu'on n'est jamais aussi bien servi par soi-même, surtout dans les partitions de musique légère, quoi. En général, il n'y a pas toutes les informations, donc je vais le repiquer. Ça me fera travailler l'oreille, C'est vrai que c'est un bon l'orchestration et réflexe. tout ça, quoi. C'est un C'est un bon super réflexe. exercice, ça. Et, Oui. et en fait, puisque vous parlez de musique jazz, musique populaire, de musique classique, en fait, est-ce que vous pensez que pour un saxophoniste en particulier, il est important d'avoir ce genre de formation, d'être capable de passer d'un style à l'autre, ou est-ce que vous pensez que ce sont des barrières un peu, qu'il y a des barrières un peu définies et qu'il faut les respecter? Ça, c'est compliqué parce que euh, je sais que, par exemple, quand on était au conservatoire avec Monsieur Le Fayet, il n'aimait pas les gens qui faisaient du jazz, mais en même temps, il en faisait. Enfin, il faisait pas du jazz, il était dans les orchestres de variété, genre orchestre du Lido, enfin, vous voyez, des choses comme ça, quoi. Donc, à la fois, les gens qui voulaient défendre une certaine noblesse du saxophone faisaient aussi, parce qu'il fallait vivre, hein. Oui, c'est sûr. Le problème, c'est c'est rare les musiciens qui n'ont vécu que du saxophone classique, hein. J'en connais un, mais il n'est pas vraiment classique. C'est Daniel Kienzi qui a fait ça, qui a vécu de commandes, enfin de choses. Mais c'est vrai que c'est pas évident. Donc il y a comment dire, on a été formé aussi pour enseigner transmettre un peu le message du saxophone classique. Alors est-ce qu'il faut être ouvert à toutes les musiques? Ça dépend de la nature des gens, hein. Ça dépend de leur culture, d'où ils viennent, qu'ils ont rencontré. C'est souvent un problème de rencontre, en fait. Bien sûr, bien sûr. Non, je me Oui, je permets de pense, poser hein. cette question parce que c'est une question actuelle que l'on pose un petit peu partout. Ouais, Et donc vous êtes actuellement professeur au Conservatoire à rayonnement régional de Paris, au Conservatoire, Paul Dukas au 12e arrondissement et à la Schola oui, Cantorum, c'est bien ça? voilà. Oui, exactement. Et est-ce que cette question de la pluralité de styles, est-ce que c'est quelque chose qui intègre votre pédagogie, que vous essayez d'inculquer à vos élèves ou est-ce que c'est quelque chose que vous laissez un peu de côté pour qu'ils le découvrent tout seuls? Ouais, je pense, enfin, des fois, je leur donne des ouvertures. Le principal, je pense, c'est d'apprendre à bien souffler, de jouer juste, d'avoir un bon tempo, de bien lire, d'avoir des connaissances d'harmonie. Après, on choisit. C'est un peu ce que moi j'ai vu, par exemple, dans l'enseignement du conservatoire, qui était un enseignement très pragmatique, formation de l'oreille, du rythme, écriture et tout ça. Bien sûr. Après, les gens, ils vont où ils veulent. S'ils ont cette bonne formation-là. En fait, moi, quand je suis rentré au conservatoire assez tard, je me suis rendu compte qu'il y avait des gens très compétents au conservatoire, après qui vous ouvraient. J'ai eu bon, un formidable professeur de saxophone, Jean-Pierre Magnac. J'ai eu un très bon professeur d'écriture qui s'appelait Christian Villeneuve, lui, c'était un spécialiste des chorales de Bach, de style forêt. Bon, donc, j'ai découvert tout ça avec lui. Et après, ça aide. Cette formation de l'oreille aide si on veut faire des repiquages, des choses comme ça, ou même entendre le jazz. Enfin, je pense que le principal, c'est d'avoir une bonne formation, trouver un endroit où on peut avoir une bonne formation. Oui. Et justement, moi, quand je suis sorti du conservatoire, après, je me suis demandé qu'est-ce que je voulais faire, hein, en fait. Et donc, j'ai pris quelques cours de jazz, mais en fait, je suis pas tombé sur les bonnes personnes. Mmh. Maintenant, ça s'est un peu codifié, la pédagogie du jazz. Maintenant, il y a très bons profs, des gens qui ont été formés. Si tu veux, il n'y avait pas l'école américaine avec une formation. Enfin, je pense à des professeurs comme Joe Allard, par exemple,
qui a été professeur de Michael Brecker. C'était des gens qui venaient, qui étaient influencés par Sigurd Dracher, mais en même temps qui, bon, après, qui allaient vers le jazz, mais il y avait une formation de base instrumentale, quoi. Je Bien pense sûr. que l'important, c'est d'avoir un bon professeur de saxophone. Après, on choisit la musique qu'on veut faire, ce, ce qui nous fait vibrer, quoi, je pense, hein, voilà. Bien sûr. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on fait tout de suite la distinction entre ce qui est classique, ce qui est jazz, en termes d'embouchure, voilà, c'est C'est vrai, parce que c'est pas la même esthétique, hein. Il y a surtout un saxophone, hein. Le saxophone classique est assez codifié. Mais je me suis rendu compte en voyageant qu'en fait, le saxophone est polymorphe. Il n'est pas que jazz, il n'est pas que classique. Il peut être variété. J'ai entendu, quand j'étais à Taïwan, par exemple, j'avais récupéré une partition de musique qui était inspirée de la musique traditionnelle. Donc, on peut faire un peu ce qu'on veut avec un saxophone. Bon, il y a la musique contemporaine, mais même la musique folklorique. Enfin bon, je veux dire, il y a toutes les musiques. Le principal, c'est d'apprendre à bien jouer, quoi. bien sûr, bien Et sûr. pour ça, rien ne vaut un bon professeur de saxophone classique. Tout à fait. Et en parlant de professeurs et de bons professeurs, est-ce qu'il y a des œuvres du répertoire qui sont pour vous, indispensables? Que vous pensez que tous les élèves doivent les avoir jouées pour avoir une bonne connaissance de l'instrument? Oh bah oui, oui, bien sûr. Bah, c'est un peu ce qu'on étudiait quand on était au conservatoire, c'est-à-dire Ibert, Tomasi, Glazunov, Debussy un peu moins, mais quand même, parce que Monsieur Le Fayet considérait que c'était trop facile. En fait, bon. Oui, Après, bon, oui, c'est les grandes œuvres du répertoire. Après, il y a les œuvres qui ont été écrites spécialement pour le concours de sortie du conservatoire, du CNSM, enfin, ce qu'on appelle le grand répertoire. C'est-à-dire, je pensais à des enclos, je bien pense sûr. à Roger Boutry, même Pierre-Max Dubois, enfin, pour qui j'ai une affection particulière. Je trouve que ce sont des compositeurs. C'est un peu le répertoire de base, quoi. Après, on peut se diriger vers des œuvres plus modernes, comme Denisov, ou le répertoire de Christian Loba, par exemple. Oui, Mais disons bien que sûr. le répertoire de base, oui, sont enfin, ce qu'on appelle les grands concertos, quoi. On en a moins que les violonistes, mais quand même, ce sont des œuvres. Bon, je pense à Villalobos, c'est des œuvres qui comptent, quoi, qui ont une tenue musicale. Bien sûr, bien sûr. Il faut pas le négliger. C'est sûr, c'est sûr. Et Oui. hem et par rapport aux transcriptions, est-ce que vous pensez que c'est important pour la culture musicale de l'élève d'en faire ou, ou il suffit d'en connaître des œuvres pour d'autres, Non, c'est bien de les jouer. Alors après, est-ce qu'il faut les jouer sur scène? Ça, c'est un autre choix. On peut jouer du bac au saxophone. Moi, j'ai jamais été trop emballé de jouer ça sur scène, quoi. Bon, ça m'est arrivé, hein, de jouer des sonates. Enfin, je conseille aux élèves qui sont un peu curieux, c'est de faire eux-mêmes leur transcription. On peut jouer des œuvres déjà transcrites, mais ça leur fait aborder la problématique de l'instrument, en fait. bien sûr, Qu'est-ce qui est facile à jouer à l'instrument? Qu'est-ce qui est impossible? Comment résoudre les problèmes de double cordes? Comment résoudre les problèmes de pitch pour le violon? Le registre de la clarinette. Enfin bon, ça fait aborder plein de problématiques. Et puis, je trouve que c'est important de le faire. Il ne faut pas que ça soit une fin en soi. C'est une étape. Mais bon, je sais, il y a une école qui privilégie beaucoup le répertoire de transcription. Je pense à l'école russe, par exemple, où il y a énormément de très brillants saxophonistes qui sont inspirés par le fait de jouer du répertoire violon, par exemple. Mais on retrouve ça à l'accordéon aussi, hein. J'ai entendu les accordéonistes russes jouer des réductions de concertos je sais plus, de Mendelssohn. Enfin, j'ai un truc ahurissant, quoi. Mais bon, enfin, c'est une formidable école. Mais il faut pas que ça soit une fin en soi. non, c'est vrai que c'est une question que l'on se pose beaucoup au moment Oui. de faire un récital, de faire un concert. Qu'est-ce qu'on va jouer? Est-ce Ah que ben oui, c'est sûr. est-ce qu'on va jouer, le premier concerto de Pierre-Max Dubois? Est-ce qu'on va jouer la Fantasia de Villa-Lobos? Est-ce qu'on va jouer, une transcription de Bach ou de Glazunov? Enfin,
Donc, c'est une question Ouais, que bien beaucoup sûr. de gens se posent en ce moment. Donc, je pense que c'est important Ouais. Alors déjà, d'avoir plusieurs avis. oui, bien sûr. Tout dépend du cadre, hein. Si c'est un cadre purement pédagogique ou si c'est un concert professionnel avec un organisateur de concert qui vous demande de venir jouer. Alors, soit il vous fait confiance pour le programme, soit il vous impose aussi une certaine direction. Moi, il m'est arrivé de me planter, par exemple, on avait une série de concerts avec Frédéric à l'Opus Café, qui était un café, en fait, où les gens venaient dîner et écouter de la musique. Et on a essayé de jouer la sonatine de Claude Pascal et on s'est planté, ça intéressait personne. Donc faut s'adapter en fait. Ouais, oui, absolument. Oui. Et Ou alors si on fait un récital dans un congrès, on va plutôt privilégier des créations bien ou des sûr, concertos rarement joués. Enfin bon, ça dépend du cadre. Hein. Il y a pas, j'ai pas de règle par rapport à ça. Il faut jouer ce qu'on aime en fait. Hein. bien sûr. Et D'abord, c'est un cliché, mais bon, c'est important. non, mais c'est important. Et finalement, cette question de la transcription et de la problématique, elle est assez récente parce que dans l'histoire, à chaque fois, bon, c'est de la musique, Mais on l'adapte, on la joue, heu, ouais, Marcel Null l'a fait beaucoup. Hein, quand il a bien été sûr, nommé professeur en 1942, il n'y avait pas de répertoire. Il n'y avait pas de répertoire d'études déjà. Et donc, il a fait beaucoup de transcriptions. Même, il a fait des remarquables transcriptions pour quatuor de saxophone. bien sûr, Je bien pense à sûr. Albéniz, je pense à l'entente du quatuor de Tchaïkovski, enfin, des choses que les Scarlatti. Enfin bon, je trouve ça. Quoique le Scarlatti, je ne sais pas si c'est lui. Je crois il y a un mouvement ou deux, c'est Gabriel Pierné qui les a faites. Des fois, il demandait aussi à des compositeurs de faire une transcription. Mais c'est important aussi hein, pour même de jouer un aria de Bach ou des choses comme ça. Enfin, moi, ça m'arrivait de faire des récitals de saxophone et orgue avec Pascal Vigneron. Comme c'était un festival Bach, on jouait que du Bach. Donc j'ai Bien sûr, bien pris sûr. beaucoup de sonates de flûte, choses comme ça. Quoi. On s'est adapté, quoi. Oui. Et permettez-moi de revenir sur le contexte parce que vous m'avez dit que, que vous aviez joué dans des cafés et dans d'autres contextes, musicaux. Est-ce que vous avez un lieu entre guillemets, préféré pour jouer, pour partager de la musique? Est-ce que vous préférez par exemple, une ambiance un peu plus, familiale en café-concert? Ou est-ce que vous avez une préférence pour la grande scène, par exemple? Moi, j'aime bien jouer dans une grande salle. Hein. C'est sûr que aussi bien dans l'auditorium du CRR, de Théâtre Dolfino à Prague, où j'ai joué avec l'orchestre. Bon, moi, j'aime bien aussi hein, ça. Les concerts intimes, moi, j'aime bien, mais c'est marrant, j'ai plus ce trac, en fait, avec Mmh, des gens près, et plutôt que de ne pas voir le public et je sais bien pas. sûr, Ouais. bien sûr, c'est vrai que ça peut pas être évident. Et parlons un petit peu de votre carrière en tant qu'interprète. Donc, vous êtes quelqu'un qui a joué un petit peu dans le monde entier. Est-ce que Oui. il y a est-ce que vous avez des moments, et des lieux qui vous ont marqué? Ouais, enfin, le concert qui m'a le plus marqué, c'est il y a déjà 6 ans, quand j'ai joué au Théâtre Dolfino à Prague, parce que le matin, je passais mon entretien pour être titularisé à la ville de Paris, et j'ai fait annuler la générale. Donc ça a été enfin, donc j'ai fait l'aller-retour de Prague, et le soir, j'avais quand même un gros programme parce qu'il fallait jouer, comment ça s'appelle, Talaichi Concerto, euh, Ibert, et puis la création du monde. C'était un concert saxophone, quoi. Et donc j'étais un peu, en plus il avait, bon, l'orchestre de Prague avait réservé la salle, qui est une salle prestigieuse de Prague, et donc bah, fallait assurer, quoi. J'étais un peu ailleurs, quoi. Mais en même temps, euphorique. Ça, c'était un grand souvenir. Et souvenir aussi, dans une petite salle du théâtre Dolfino,
Mais ça, c'était quelques années avant, il y a 25 ans. On a fait un concert organisé par l'ambassade de Norvège autour d'un compositeur qui s'appelle Trygve Madsen. Et j'avais joué ça, il m'avait écrit une sonate pour saxophone alto et piano. Très inspiré de Ravel d'ailleurs. Et là, c'était un très bon souvenir. Je sais pas, il y avait une ambiance. Je sais plus de souvenirs comme ça, quoi. Mmh. Et est-ce que vous pensez que tous ces voyages, que le fait de rencontrer des gens un petit peu partout, est-ce que vous pensez que ce sont des choses qui vous ont, qui, heu, qui ont changé votre perception de la musique, du saxophone? Ou est-ce que ce sont juste des moments, voilà, qui sont arrivés dans votre vie et dont vous avez profité? Ben, ça m'a conforté dans l'image que les étrangers ont de la France et de sa culture. Donc j'étais pas en mission, mais je représentais la France, quoi. Quand je suis allé jouer au Mexique, en Colombie, même quand je vais jouer en République tchèque, je trouve que nous, les petits Français, on a quelque chose à défendre de notre culture, de notre. Enfin, on a eu un maître exceptionnel, Marcel Bulle. Donc, même, enfin, à mon niveau, quoi, j'ai toujours eu, enfin, même une fierté, quoi, à jouer je sais pas moi, du chant français ou des choses comme ça, quoi. C'est vraiment du Pierre Max Dubois. Les gens, nous, même si ça nous paraît un peu désuet ici, les gens, ils adorent ça, quoi. Et à l'étranger, il y a une couleur, c'est une couleur française, quoi. Darius Milhaud. Je trouve que c'est important, quoi. C'est important de défendre, d'être international et de défendre nos racines en même temps. Oui, absolument. C'est vrai Ouais, qu'on est toujours ambassadeur de notre pays quand exactement. nous sommes dehors. Comme toi, tu Comme représentes le moi, Portugal avec comme sa moi, tout à culture, fait. voilà. Ouais. Et donc, vous faites aussi beaucoup de musique de chambre. Heu Oui. quelles sont vos formations d'élection pour la musique de chambre? Ben moi, j'ai beaucoup aimé la sonate saxophone piano, bon, avec mon ex-femme, parce que on avait une complicité, et puis on a passé beaucoup de commandes à des compositeurs, en fait. Donc, au moins une trentaine de compositeurs. Et donc, il y a eu cette activité-là, et puis il y a eu le quatuor, saxophone. Là, actuellement, on a un nouveau quatuor depuis avec Jean-Pierre Bariglioli, Serge Bertocchi et Fabien Chouraki. Et on a déjà fait 2 disques. Le quatuor a quoi, 4 ans d'existence. Et c'est vraiment des démarches originales, quoi. On a enregistré un disque autour des œuvres de Roger Calmel, qui n'avait jamais été enregistré. Là, on vient d'enregistrer des œuvres originales, des arrangements et des quatuors originaux de François Robert. François Robert, qui était l'arrangeur, entre autres, de Jacques Brel. Et moi, j'ai connu François, parce que c'était un très bon ami de Roger Boutry. Ils étaient ensemble, en fait, en classe de composition chez Tony Aubin. Et bon, François, c'est le grand arrangeur de Brel, Julien Gréco. Enfin, c'est toute une tradition de la chanson française des années 60, 70, surtout 60, quoi. Voilà. Mmh. Et donc, on est très content d'avoir fait ce disque, parce que, bon, il y a 3 quatuors originaux, et il y a des arrangements de François, quatuor de sax, accordéon, piano et contrebasse. Donc, sur des valses musettes, voilà. Et moi, j'ai fait 2 arrangements. Enfin, en fait, j'ai repris des arrangements de François que j'ai adaptés pour la formation. Ça, je fais ça beaucoup aussi. Et J'aime bien faire ça. donc permettez-moi de vous interrompre. Donc, du coup, il faut dire qu'à part toute cette activité, pardon, de professeur, de saxophoniste, voilà, vous êtes aussi compositeur et arrangeur. Vous avez édité, quelques pièces déjà, des pièces Oui, originales oui, et oui, des et oui. des a et des arrangements. Comment est-ce que vous avez, développé ce goût pour la composition? Oh, j'ai toujours aimé ça. J'ai toujours aimé, comment dire, raconter ma petite histoire. Là, j'ai souvent des influences.
J'écris des chansons aussi, j'ai fait des petits trucs. Bon, il y a les trucs qui n'ont jamais vraiment marché parce que c'est un métier. Après, il faut le développer. Je me considère pas comme compositeur professionnel. Disons que je suis un compositeur qui aime écrire quand j'ai le temps et quand j'ai l'envie aussi, parce que je ne fais pas qu'écrire. En fait, j'arrange pas mal. Et quand je ne fais ni l'un ni l'autre, ben, je fais des repiquages. Ouais. Ou des fois, je recopie des partitions d'orchestre sur mon logiciel. J'ai plein de choses de Paul Dukas, de Ravel, enfin les choses que j'aime, quoi, pour voir comment ça marche. Voilà. Mais je recopie pas après. Quand je compose, j'essaie de trouver un petit chant intérieur. Alors, comme je ne fais pas tous les jours, c'est pas vraiment un métier, quoi. C'est plutôt un loisir. Ouais. Mais vous avez quand même quelques pièces éditées. Et Oui, oui, est-ce que vous avez des pièces qui vous sont plus chères? oui. Moi, j'aime bien la sonate qui est éditée chez Jean-Louis Delage, chez Delage Musique. J'aime bien parce que euh, il y a des, comment dire, il y a des hommages à des compositeurs, en fait. Le premier mouvement, c'est un hommage à la sonate de Franck, que j'ai après, en fait, j'ai pris la trame harmonique et puis j'ai écrit une autre mélodie par-dessus. J'ai voulu faire ça. Et puis, deuxième mouvement, c'est un hommage au concerto en sol de Ravel, que j'ai un peu découpé en tranches. J'ai mis des choses personnelles, mais tout en gardant certaines trames harmoniques de Ravel. Ça, j'aime bien cette sonate. Je trouve qu'elle est elle est condensée. Il n'y a pas trop de perte on perd pas le fil, quoi. Et moi, je suis assez content de ça. Et j'ai fait un hommage à Chopin aussi, qui est pas mal. Je suis assez content. Et ça dure une dizaine de minutes. Enfin, il y a plein de citations de Chopin que j'ai un peu décalées, quoi. Ça, c'est pas édité encore. Je pense que ça va l'être sous peu. Oui. Et, Ça s'appelle Hommage. vous Hommage. venez aussi de sortir une transcription de l'élégie de Glazunov Exact. et du chant du ménestrel aussi. Voilà, c'est à la demande de mon ami et collègue Jérôme Larand dans sa maison d'édition. C'est IMD, c'est ça, hein, je Oui, crois. c'est ça. IMD, ouais. Moi, Jérôme, bon, on est très amis, quoi. On fait plein de choses ensemble, on est collègues au 12e, enfin, on travaille, on est en symbiose, quoi. C'est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup d'estime et d'affection. Enfin, c'est un vrai, quoi. Et du coup, vous m'ouvrez un petit peu la voie sur ma prochaine question. Est-ce que vous avez des collègues, des personnes dans votre vie quotidienne qui vous inspirent musicalement, qui vous inspirent à écrire, qui vous inspirent à jouer, qui vous inspirent à découvrir de nouvelles choses? Oui, mais c'est pas forcément les saxophonistes. Je pense à Roger Boutry, avec qui j'ai travaillé en direct sur un concerto qu'il avait écrit, et puis il m'a demandé de l'aide un peu pour mettre les articulations. Et il y a un moment, il dit, ah, ça c'est trop long. Oh, je vais enlever ça. Est-ce que vous pouvez me jouer ça? Puis il chantait les notes à toute vitesse, avec mais transposé, quoi. Donc c'était un vrai défi, non, c'était un vrai plaisir, un bonheur. La rencontre avec l'accordéoniste Marcel Azzola aussi, enfin, qui a eu beaucoup d'influence. Bon, on le travaille avec mon chef d'orchestre qui est parti au mois de décembre avec Claude Bolling, hein, pendant 1987 il s'est arrêté en 2013, quoi, pratiquement. Donc, on a beaucoup de disques avec lui, beaucoup de travail. J'ai même fait des arrangements avec lui. On a travaillé ensemble. C'est pas toujours facile parce que bon, comme c'était le patron, il voulait y a sa patte. Donc, des fois, il m'est arrivé de faire une page d'orchestre que je trouvais pas mal, quoi, pour le big band. Et puis, j'arrivais chez lui et tac, un coup de crayon, tout rayé. 15 heures de travail à la poubelle. Ça fait partie de, Claude a toujours fonctionné comme ça aussi, quoi. Donc ça, cette rencontre avec Claude, et puis après, bon, tous les gens qui tournaient autour de Claude, quoi, parce qu'on a fait des rencontres grâce à lui. On a joué avec John Fadis, trompettiste, avec Dizzy Gillespie, euh, John Hendricks, bon, c'est un grand chanteur de jazz avec qui on a travaillé. On a fait un disque avec Stéphane Grappelli. Enfin, bon, ce sont des gens qui quand on les côtoie, quand on entend leur son, la façon de jouer, c'est impressionnant, quoi. Bien Ça sûr. vous marque, ouais.
bien sûr. Et puis, bon, le saxophoniste, Daniel de Fayet. Qui était votre professeur au conservatoire. Ouais, mais pas longtemps, en fait, hein, pendant 2 ans, mais sa personnalité. Et moi, j'ai eu le plaisir de rencontrer Monsieur Mull aussi. J'ai passé une après-midi avec lui en 1987 à comment ça s'appelait déjà? Où il habitait, à Sanary. Mm. On avait été, parce que mon ex-femme était, en fait, était une amie d'enfance des Mules. Enfin bon, c'était, ils connaissaient bien Jacques et Paul. D'ailleurs, Jacques Mull, le fils de Marcel, était témoin de notre mariage. Et donc, on a des liens avec la famille. Moi, j'ai rencontré Paul une fois aussi, qui était chef d'orchestre et qui avait étudié le saxophone avec son papa. Il n'en avait pas gardé un bon souvenir d'ailleurs. Il avait été un peu traumatisé. Et Jacques était flûtiste, il était professeur au conservatoire de Nancy. Et c'était le professeur de Sophie Cherrier, qui était soliste à l'intercontemporain. Je sais pas s'il y a encore. Donc, vous voyez, tu vois, c'est un peu que des liens, quoi. Et puis, voilà. Ouais, Daniel de Fayet m'a beaucoup, le quatuor de Fayet aussi m'a beaucoup marqué. J'ai dû les voir 2, 3 fois, dont à Nantes, première fois, et c'était, pour moi, c'était comme un quatuor à cordes. Bien sûr. J'ai retrouvé rarement ça. Quatuor de Marcel Mull aussi, un enregistrement qui a chez Erato, qui date de 1937, je crois. Il y a Pierre Ney, je crois que c'est 37, 39, je sais pas. Là, c'est la première fois que j'ai entendu un quatuor à saxophone jouer comme un quatuor à cordes. Et le dernier qui m'a marqué, c'est Quatuor à chair, Ouais. qui ont une esthétique complètement différente de l'esthétique française, mais on a eu une accroche et musicale et, j'allais dire, spirituelle, entre guillemets, quoi. Une affection immédiate. Et quand je les ai entendus jouer, en plus, le choix de leur répertoire, c'est jamais des choses faciles, l'art de la fugue, enfin des choses de Bartok, enfin, c'est un répertoire de haute tenue, quoi. Oui, c'est sûr. C'est pas pour flatter le public. Quoi qu'il, de temps en temps, il faut le flatter, hein. Sinon, Absolument. bon, ouais, Absolument, c'est sûr. voilà. C'est sûr qu'il est toujours mieux de jouer pour les personnes que pour des chaises vides, hein. Ah bah oui, c'est sûr. Il faut faire venir le monde. C'est clair. Et, concernant les œuvres du répertoire, puisque que vous en avez parlé pas mal, est-ce qu'il y en a d'entre elles qui vous sont vraiment chères? Que si vous devez faire un récital dans un mois, par exemple, vous pourriez penser à les inclure? Moi, j'ai une affection particulière pour la musique des Enclos. Parce que je trouve qu'il y a une esthétique particulière, mais en même temps, c'est une œuvre qui est très difficile à jouer. Parce que en fait, c'est une vraie sonate. C'est souvent joué saxophone devant et piano qui accompagne. En fait, il y a quelque chose comment dire, une jonction, quoi, entre les deux instruments. Ça, c'est une œuvre, mais c'est une œuvre esthétiquement délicate. Il y a quelque chose à trouver dans le message, quoi. Ça, et puis, bon, je pensais à Pierre Max aussi, une petite pièce qu'il nous avait écrite qui s'appelait Mominette, que j'aimais bien jouer. Il y a un clin d'œil à Petrouchka. Enfin, je trouve que il y a plein de légèreté, plein de culture, quoi. C'est très, très français. C'est léger en apparence et avec une part un peu sombre. C'est l'art français, quoi. J'aime bien ça. Ah, c'est vrai que ce sont 2 compositeurs qui ont pour le coup beaucoup flatté l'instrument et Oui, oui. qui ont contribué à la littérature pour saxophone, parce que c'est vrai que tous les saxophonistes connaissent des enclos, même si des enclos, on a un peu tendance à le jouer pour les concours. Et Oui, oui, oui. bon, c'est Il y un a un peu, vrai romantisme dedans. Il y a une c'est un peu dimension. dommage. C'est un peu dommage parce que c'est une vraie œuvre pour le coup. Ah oui, oui, oui. C'est de la haute tenue. Il y a de la haute tenue, quoi. C'est comme son quatuor. Je trouve que c'est des musiques de haute tenue. Après, bon, le temps passe, il y a des choses qui se démodent, il y a des Bien choses qui sûr, reviennent, comme par exemple la musique de Fernand de Cruc, qu'on a un peu négligée et qui revient à la mode maintenant. Parce qu'il y a un vrai discours, il y a une vraie profondeur. bien sûr, Voilà. bien sûr. Et
Et je me permets aussi de vous parler d'un cas un petit peu particulier, donc qui est la musique de film. Donc Oui. vous êtes aussi passionné de musique de film. Est-ce qu'il y a pour vous une vraie place pour un saxophoniste dans la musique de film, par exemple? Parce que Ah oui. je me permets de vous poser ces questions-là parce que nous nous interrogeons tous par rapport au futur. Qu'est-ce qu'on peut faire avec un saxophone? Est-ce qu'on doit faire, que des récitals où on joue, du Pierre-Max Dubois, du Glazunov? Est-ce qu'on peut aussi ou exclusivement nous dédier à la variété, et en ce cas-là à la musique de film? Parce que c'est quelque chose qui est un peu à la mode en ce moment. Ouais. Que te dire là-dessus? Bah, en fait, euh, il faut déjà qu'on t'appelle pour jouer, quoi. C'est ça. Bien sûr, bien sûr. Euh, mais le saxophone dans la musique de film, oui, il y a beaucoup de choses. C'était si bien à l'esprit, là. Il y a Taxi Driver de Bernard Herrmann, par exemple, où il y a un solo saxophone un peu jazz, un peu sensuel. Il y a aussi beaucoup d'influence dans l'utilisation du saxophone de l'école américaine. Oui. Euh, je pense à une musique de film dans laquelle il y a qui a été presque transformé en concerto d'ailleurs. Bon, il y a le concerto de John Williams, naturellement, Oui, il y a Catch qui Me a une If You Can. référence. Ouais, Il y a ouais, Catch Me Catch If Me You If You Can, Can, bien sûr. Escapade, où il y a beaucoup de références au jazz, à la musique contemporaine américaine, musique répétitive même dans le dernier mouvement. Euh, et je pensais à la musique de Max Steiner, où il y a un saxophone. Je retrouverai ça, mais c'est un film avec Montgomery Clift et Elizabeth Taylor. Hmm, il y a un saxophone très chantant, très lyrique en fait. Oui. Oui, Et même je pense aussi au film, alors A si je me Place in trompe the pas, Sun. C'est une place au soleil, ça oui, s'appelle. A moi je Place in the moi je Sun. pensais Et aussi tu, à, si je me trompe pas dans l'année, je pense que ça s'appelle Été 42. un été 42, oui, il y a un Il y a saxophone un ténor dedans. grand solo de saxophone qui est Ouais, très beau ouais. d'ailleurs. Qui est joué un peu dans un style jazz d'ailleurs. Je sais pas qui le joue sur l'enregistrement de la musique originale. C'est un américain, c'était fait aux États-Unis. Oui, Et d'ailleurs, cette musique, au départ, c'est Henri Mancini qui devait la faire. Et comme il n'avait pas le temps, il a dit à Michel Legrand de le faire. C'est devenu un succès. Mais en fait, il y a très peu de musique dans le film. Je crois qu'il y a cet air-là. Et puis, enfin, c'est le thème conducteur du film, quoi. bien sûr, bien Mais il n'y a sûr. pas de musique omniprésente, Parce que c'est comme vrai chez John que Williams, par exemple. celui-là en particulier, moi je l'ai écouté en concert. Je ne savais pas Ouais, du tout ouais, que ouais. c'était de la musique de film et je l'ai découvert 2-3 ans plus tard, qu'en fait Ouais, c'était une musique de film et que c'était adapté en concert donc ouais, et ouais, ouais. et là pour le coup, c'est quand personnellement j'ai commencé à me poser la question, par rapport à comment est-ce qu'on doit jouer du saxophone, comment est-ce qu'il est correct ou non. Parce que je l'ai entendu dans une version très classique, avec un son très pur, franchement très joli. Je Très me joli, bah, je ne me c'est le rappelle principe pas même. je ne me rappelle plus, qui c'est qui jouait, mais Ouais, ouais, ouais. c'était quelqu'un qui avait un très joli son, c'était vraiment très beau et puis j'ai été confronté à cette version du film. Donc et c'est là que personnellement moi j'ai commencé à me poser, des questions par rapport à l'esthétique. Et je pense que beaucoup de jeunes en ce moment, se posent cette question. Comment est-ce qu'ils doivent jouer? Parce que c'est vrai que s'ils doivent aller faire un concert un petit peu de variété, qu'ils jouent avec un son trop classique, bon, peut-être ils ont peur que ça ne fonctionne pas très bien ou l'inverse. Bien sûr, ouais. Et Ouais, ouais, il faut se poser les bonnes questions, peut-être aller voir des personnes qui peuvent aider. Alors après, c'est vrai, il y a les esthétiques de son, mais le mieux, c'est d'avoir sa propre esthétique et de la défendre. bien Tu sûr, vois, tu vas pas demander on n'aurait jamais demandé à Daniel Defayet ou à Marcel Null de jouer différemment de ce qu'ils jouaient. bien sûr, bien Donc, sûr. si on t'appelle, c'est parce que on appelle ta personne, ta personnalité. Alors, sauf si tu es un musicien de studio anonyme, comme il y en a eu dans les musiciens de séance dans les années 60, où là, il fallait aller très vite et jouer dans un style.
Par exemple, j'ai lu un livre qui s'appelle Le Gainsbook. On raconte toutes les séances de musique qu'a fait Serge Gainsbourg. Les idoles des saxophonistes à l'époque, c'était Paul Desmond et Jackie McLean. Donc il fallait, à chaque fois il y avait un solo, il fallait que ça soit inspiré par ça. C'était les saxophonistes à la mode, quoi. Après, dans les années 80, il y a eu Michael Brecker, Ernie Watts, parmi les saxophonistes américains, donc qui ont leur propre son. On les reconnaît tout de suite, quoi. On sait que c'est eux. Bien Je sûr. pense qu'il faut développer sa personnalité. Et puis, si on t'appelle, tant mieux. Si on t'appelle pas, tu continues, Bien malgré sûr. tout. Et ça me fait penser, ça me fait penser un petit peu à Pedro Iturralde qui, euh, qui avait une façon d'enseigner, d'écrire et de jouer très différent. Donc, Très différente, ouais. Ouais, ouais. voilà, il jouait plutôt du jazz, bien que du jazz avec beaucoup d'influences de partout, de musique traditionnelle, mais aussi Ouais, de ouais. musique classique. D'ailleurs, il a des disques très intéressants de jazz flamenco. Oui, Euh, oui, oui. et en revanche, il enseignait du saxophone très classique, carré, au Conservatoire de Madrid. Oui, mais avec le répertoire français ou Avec répertoire du espagnol? répertoire. Alors, c'est une question un peu intéressante parce que il a été nommé professeur au Conservatoire de Madrid et il n'avait pas de répertoire. Donc, bien sûr, il y avait des liens avec le répertoire français puisque c'est où il était un peu plus développé. Donc, il a commencé à écrire des pièces pour sa classe au Conservatoire supérieur de Madrid et par exemple, c'est dans ce contexte qu'il a écrit, la Pequeña Charla pour le concours du conservatoire, en fait. Donc voilà, D'accord. c'est un thème qu'il a entendu, dans ses voyages. Il a fait une tournée avec, l'Orchestre symphonique de Catalogne et du coup, voilà, il a fait comme vous dites, il a piqué le thème, et il a harmonisé, il a changé, rechangé, travaillé et retravaillé. Parce que d'ailleurs, je pense qu'il a Ouais. sorti, plusieurs éditions, et puis, il a donné ça au concours du conservatoire. Donc, D'accord. Mais oui, c'est très adroit, hein. Il a eu beaucoup donc, de succès en plus avec ça. on discutait avec Juan Jiménez qui nous disait qu'il a connu et voilà, et qui nous disait justement que c'était une personne qui avait une culture immense, qui écoutait beaucoup de Schumann, qui aimait beaucoup Schumann et, euh, et, Oui, et un petit peu cette école de composition. Et ça m'amène à ma question suivante. À qu'est-ce que, enfin, je la reformule. Quel est le message que vous laisseriez aux jeunes saxophonistes Euh, pour travailler son saxophone, pour se cultiver un peu plus, pour se développer en tant qu'artiste, en tant que musicien, en tant qu'humaniste? bah, il faut être curieux. Il faut avoir des certitudes, mais pas que. Il faut pouvoir se laisser emmener par une musique qui vous plaît, par exemple, qu'on n'a jamais entendue avant. Et puis, à un niveau simplement, j'allais dire, artisanal, bah, il faut pratiquer régulièrement. Alors, il y a ce que j'appelle, je dis ça aux élèves, des fois, il y a la routine, il y a une routine. Je pense que la routine, c'est important, surtout pour un instrument avant. On doit produire un son, donc il faut trouver le bon geste, en fait, pour produire le son. Donc ça s'entretient, parce que moi, je sais que si je m'arrête 2 mois, ça marche moins bien, quoi. Bien sûr, bien sûr. Donc, je suis obligé en général, j'aime pas m'arrêter plus de 10 jours, quoi. Parce que, en plus, je suis en manque de quelque chose. Même avec l'âge, hein, ça reste toujours quelque chose d'intime, quoi. Le plaisir de travailler. Je trouve ça important, enfin, pour moi. Et puis, bah, aller au concert, être curieux, rencontrer des gens, s'intéresser à ce qu'ils font, faire de l'écriture, c'est important. Et éventuellement aussi faire de l'orchestration, c'est très important aussi. Ça, je regrette, parce que comme j'ai commencé tard, ça c'est un truc que j'ai pas fait. J'ai appris un peu tout seul. Bon, l'écriture, j'en ai fait au conservatoire, mais pas d'orchestration. Ça, j'aurais dû. Je suis passionné par ça. J'ai plein de bouquins de Coquelin.
Adler, enfin des choses comme ça, quoi. J'adore, même Nelson Riddle, qui était l'arrangeur de Sinatra, j'ai un bouquin là-dessus, Don Sebesky, enfin bon, j'adore l'orchestration. J'adore écouter des belles orchestrations. Ravel, naturellement, c'est le dieu, mais Debussy, Paul Dukas, enfin l'école française, moi j'adore. Mais Rimsky-Korsakov, Respighi, le pain de Rome, enfin bon, bien sûr, ça fait partie bien sûr. Il y a des aussi choses à un connaître, très quoi. il y a et Bah, voilà, ce sont des choses, très très intéressantes. oui, oui, en Hem, fait, le saxophone, c'est important, mais il n'y a pas que le saxophone, en fait, il y a tout ce qu'il y a autour. Et puis les rencontres avec des gens de son âge, qui ont les mêmes aspirations, qui ont le même niveau aussi, ça compte, quoi. Enfin, je vois, il y a beaucoup de groupes un peu hybrides qui se forment en ce moment. Comme le marché a explosé, en fait, le marché de la musique. Je vois plein de jeunes qui montent des groupes. Il peut y avoir deux saxophones, un tuba. Enfin, bon, je trouve que les rencontres se font plus par affinité, en fait. Ça, je trouve ça bien. bien En sûr, fait, ils reproduisent ce qu'on a fait il y a 40 ans. Hein. Quand on partait à l'aventure, on montait les groupes. Des fois, ça marche. Et ces rencontres, quoi. Je trouve que c'est important de garder cette envie-là. bien sûr, d'être curieux et de rencontrer des gens Oui, oui. et de pratiquer toujours, c'est Ah oui. fondamental. Bon. Eh ben oui. Bon, bah, merci beaucoup pour C'est un ce plaisir, Pedro. très bon moment. J'espère qu'on se rencontrera très bientôt. Et bon, voilà, merci beaucoup. Je vous souhaite une excellente journée et on espère d'avoir des nouvelles de votre part par rapport à vos futurs projets. Bien sûr, je vous dirai. Bon, merci beaucoup et à très bientôt. Au plaisir, Pedro. À bientôt. Au revoir.